Janvier 1965. Un camion militaire traverse la steppe kazakh transportant une cargaison très particulière, une charge nucléaire. Un dispositif explosif imposant d'un diamètre de près d'1 mètre et de 3 mètres de hauteur. Des gens se préparent depuis longtemps pour cette opération et pour ce qui suivra, attendant le jour où toutes les conditions seront réunies jusqu'à ce que les météorologues donnent enfin le feu vert. Enfin, ça y est, le camion s'arrête et la charge nucléaire est délicatement, lentement extraite pour être placée dans un trou foré à l'avance. La manœuvre prend plusieurs heures, le puits fait 178 mètres de profondeur. Mais la bombe finit par atteindre le fond et il ne reste plus qu'à attendre le lendemain matin. Le temps s'écoule lentement, se rapprochant du moment de l'explosion. Enfin, il ne reste que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. À 5h59 et 59 secondes heure de Greenwich, la charge explose. L'explosion a une puissance de 170 kilotonnes, 8 fois plus que celle d'Hiroshima en août 1945. Le son est assourdissant. 2 secondes et demie après la détonation, un nuage de gaz brûlant commence à se former. Et 5 minutes plus tard, il s'élève à 4800 mètres dans les airs. Outre du gaz, l'explosion a projeté 10,3 millions de tonnes de terre à 950 mètres de hauteur. Un énorme cratère s'est formé, de 430 mètres de diamètre et 100 mètres de profondeur. Malgré l'ampleur de l'explosion, peu de gens en ont entendu parler et savent qu'elle a créé un lac unique en son genre. Mais pourquoi cette explosion a eu lieu? Je vais tout vous dire dans un instant, mais d'abord, un café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo au cas où vous oublieriez. Bien, l'essai nucléaire soviétique appelé projet Tchagan a eu lieu en janvier 1965 sur le site d'essai de Semipalatinsk au Kazakhstan. Il faisait partie du programme Explosion nucléaire pour l'économie nationale qui visait à trouver des débouchés pacifiques et rentables aux armes nucléaires. L'endroit n'a pas été choisi par hasard, le site devait être établi aussi loin que possible des populations, au milieu de nulle part. Un bon emplacement a été trouvé au Kazakhstan, une steppe aride dont la ville la plus proche, Semipalatinsk, aujourd'hui appelée Semey, était distante de 130 km. Comme c'était la première expérience du genre en URSS, les scientifiques devaient répondre à des exigences particulières. Avant tout, la quantité de résidus radioactifs libérés lors de l'explosion devait être extrêmement faible, car avec la Terre, des produits de désintégration radioactive seraient également projetés. Pour rappel, tout ça a eu lieu en 1965. On savait déjà ce dont les bombes nucléaires étaient capables. Mais même au sein du site d'essai, on a choisi un endroit spécial, le lit asséché de la rivière Tchagan, que l'URSS espérait transformer en un lac en détournant partiellement l'eau de la rivière. Ce qui a effectivement eu lieu. Je n'avais jamais vu une aussi belle explosion nucléaire, pourtant j'avais assisté à de nombreuses explosions aériennes, a déclaré Ivan Turchin, le chef du projet. Il faut vraiment être fanat d'explosions nucléaires pour ne voir que leur beauté. Mais c'est pas le sujet. 50 jours après la détonation, une fois le nuage de poussière dissipé, les travaux ont commencé sur le site. Un canal devait être creusé et relié au cratère pour acheminer l'eau. Le temps était compté. L'explosion avait eu lieu en janvier et c'était déjà mars, ce qui signifiait que la saison des crues approchait. Pour creuser le canal, on a utilisé des engins lourds et des explosions ordinaires non nucléaires. Des centaines de personnes ont été impliquées dans les travaux, bien que le nombre exact soit inconnu. Certains disent 180, d'autres 300, mais toutes ont travaillé dur et le chantier a été fini dans les temps. Quand la crue a commencé, il ne restait plus qu'à faire sauter la barrière qui séparait la rivière et le canal, et les eaux de la rivière Tchagan se sont précipitées dans le cratère. À toute vitesse, 2000 mètres cubes d'eau par minute. Résultat, le cratère s'est rempli encore plus vite que prévu. Au 3e jour, le volume d'eau dans le cratère atteignait 3 millions de mètres cubes et quelques jours plus tard, 8 millions. En plus de ça, un second réservoir s'est formé à proximité
d'un volume de 12 millions de mètres cubes. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi ? Quel était le but? C'est simple, les scientifiques soviétiques cherchaient un moyen de créer des réservoirs rapidement. Ils pensaient que les cratères issus d'explosions nucléaires pourraient convenir et il y en avait grand besoin en Asie centrale. Vous savez, le climat y est sec et chaud, les rivières s'assèchent en été, il y a des pénuries d'eau. Dans ces réservoirs créés par des explosions nucléaires, les eaux de ruissellement devaient s'accumuler et la faible évaporation ainsi que le fond en roche fondue permettrait un stockage efficace pour l'irrigation, le bétail, l'eau potable et pour la baignade. 40 lacs artificiels d'un volume total de 120 à 140 millions de mètres cubes étaient prévus pour le seul Kazakhstan. Le plan était prometteur, mais les scientifiques avaient sous-estimé le problème des radiations. Aujourd'hui, l'idée même de procéder à des explosions nucléaires dans son propre pays semble délirante, mais dans les années 60, la communauté scientifique pensait que c'était une excellente idée. Le slogan du projet était « L'atome pacifique dans chaque foyer ». Après la création des armes nucléaires, l'URSS a rejoint le club nucléaire et a commencé à développer des bombes atomiques plus puissantes, à construire des sous-marins et autres moyens militaires d'assurer la sécurité du pays. Mais dès les premiers jours, des scientifiques soviétiques ont suggéré d'élargir le champ de recherche et en particulier de trouver des utilisations à l'atome pacifique. Mais Staline a décidé que les autres projets patienteraient jusqu'au succès du premier essai d'armes nucléaires. Ainsi, la première explosion sur le site de Semipalatinsk a eu lieu le 29 août 1949. Les États-Unis ont ce jour-là perdu leur monopole en matière d'armes nucléaires et les scientifiques soviétiques ont enfin pu étudier d'autres moyens d'utiliser l'énergie atomique. Des recherches ont eu lieu et un rapport a été remis à Staline qui a signé un décret le 16 mai 1950 portant sur la recherche, la conception et les travaux expérimentaux sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. D'ailleurs, ce décret a marqué le début des travaux ayant conduit à la construction de la première centrale nucléaire au monde à Obninsk. Outre cette centrale, le document mentionnait la nécessité d'étudier la possibilité de procéder à des explosions contrôlées à l'aide de charges nucléaires. Finalement, après divers rebondissements et essais, le programme Explosion nucléaire pour l'économie nationale a été lancé, je l'ai déjà dit. Au fait, voici une photo de la plus grosse explosion parmi les 124 ayant eu lieu en URSS. Bref, revenons à notre lac. Dans un documentaire soviétique sur la création du lac atomique, le narrateur dit que 50 jours après l'explosion, le niveau de radioactivité ne représente plus la moindre menace. Apparemment, des échantillons de sol avaient été prélevés là où la poussière était retombée et ils montraient un niveau de radioactivité sûr. Comment contester ça? De plus, à différents moments et à divers points du réservoir, des échantillons d'eau avaient été prélevés. Eux aussi s'étaient révélés sûrs pour la santé humaine, adaptés à l'irrigation et à l'abreuvage du bétail. En 1966, le journal Izvestia écrivait même « Un magnifique lac, le lac Tchagan, s'est formé à l'eau claire et transparente. La région en est métamorphosée. » Les gens avaient confiance et une personne a même décidé de s'y baigner. Cette personne était le ministre de l'ingénierie mécanique de l'URSS, Efim Slavsky, qui avait près de 70 ans à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans et, selon ses proches, il ne s'est jamais plaint de sa santé. Bon, puisque le ministre allait bien, il était temps de tester l'eau sur d'autres formes de vie. Une fois le cratère rempli, les scientifiques ont essayé de peupler le plan d'eau avec différents organismes. Très différents. En particulier, ils ont relâché 36 espèces de poissons, dont des piranhas. Ils les avaient fait venir spécialement d'Amazonie. Outre les poissons, ils ont étudié 27 espèces de mollusques, 32 d'amphibiens, 11 de reptiles, 8 de mammifères, 42 d'invertébrés et près de 150 espèces de plantes aquatiques. Ils ont même établi une station de recherche pour étudier tout ça. Mais aucun des organismes n'a fait long feu. Enfin, certains individus ont survécu, mais à chaque nouvelle génération, des mutations apparaissaient et les descendants ne ressemblaient que vaguement à leurs ancêtres. Après quelque temps, 90% des organismes avaient péri.
Seuls les carpes avaient réussi à survivre et on en trouve d'ailleurs encore dans le lac atomique. Les résultats de ces expériences sur les animaux et les plantes étaient si choquants que le projet a été arrêté. En 1974, les personnes qui travaillaient encore sur le site de l'explosion nucléaire ont été déplacées. Ce n'est que plus tard qu'on a compris ce que les scientifiques avaient fait en tentant de créer un réservoir à l'aide d'une explosion nucléaire. Sur les rives du lac atomique, la quantité de retombées radioactives était telle que 60 ans après l'explosion, ça restait l'endroit le plus contaminé du site de Semipalatinsk. Naturellement, en raison du niveau élevé de radioactivité, le lac atomique n'a jamais servi. Selon le contremaître qui supervisait les travaux de forage, beaucoup de ses subordonnés sont morts bien plus tôt que prévu. La plupart d'entre eux étaient pourtant jeunes et en bonne santé quand le projet a commencé. Dans l'ensemble, ça a été et ça reste un énorme problème de santé publique, mais avant 1956, aucune recherche n'avait été menée sur l'impact des essais nucléaires sur la population locale. Pas même sur les gens vivant près du site d'essai. Ainsi, il n'existe aucune donnée concernant les effets aigus et à long terme. De nombreux effets négatifs sur la santé dus à l'exposition aux radiations près du site ont depuis été décrits dans diverses publications. C'est évidemment le cas sur tous les sites d'explosion nucléaire, mais il faut le mentionner. Le pire, c'est qu'on a trouvé des traces de plutonium-239 dans la zone dont la demi-vie est de 240 000 ans. En fin de compte, le projet visait à apporter de l'eau vivifiante qui devait transformer la Terre aride, mais au lieu de ça, il a eu l'effet inverse. Comme vous vous en souvenez, au printemps, avec la fonte des neiges, le cratère devait se remplir d'eau qui permettrait d'abreuver le bétail durant tout l'été. Et en fait, cette partie du plan s'est réalisée. Le cratère s'est rempli d'eau et un second lac de 1 à 2 mètres de profondeur s'est formé à proximité. Cependant, la zone s'asséchait à nouveau en été et personne ne voulait boire de l'eau du cratère, ni même s'en approcher. Ainsi, le lac créé par l'explosion nucléaire a fini par terrifier les habitants et la rivière Tchagan a trouvé un nouveau cours passant au large du cratère. Les personnes qui ont visité le coin peu après la création du lac disent qu'il faisait une impression terrifiante. Pas à cause des radiations, puisqu'on ne pouvait pas les voir, mais la surface de l'eau était noire et sans vie, et tout autour, il y avait des monticules de terre sinistres. D'après la description, ça devait ressembler au Mordor. Mais il y avait aussi des effets à long terme au-delà du manque d'eau et de la peur ressentie par les habitants. La bombe avait créé une traînée faiblement radioactive qui avait atteint le Japon et soulevé de la poussière dans l'atmosphère. Elle avait également modifié la géologie locale, transformant les roches montagneuses en roches vitreuses et métamorphiques après leur exposition à des températures élevées. On raconte aussi que le nuage avait recouvert 11 villages d'une population totale de 2000 personnes. La dose de radiation au niveau de la thyroïde à laquelle ont été exposés les habitants des zones contaminées au cours des 18 mois ayant suivi l'explosion était supérieure à 140 MSV. Pour vous donner une idée, la dose maximale considérée comme sans danger est de 5 MSV par an ou 50 MSV sur 50 ans. Là, c'était 140 en une fois. Cela dit, ceux qui ont le plus souffert étaient ceux qui travaillaient directement dans la zone contaminée. Comme je l'ai déjà dit, certaines sources disent qu'ils étaient 300. Malheureusement, le projet était trop secret pour connaître les chiffres exacts. Cependant, certaines données sont accessibles. De 1971 à 1988, l'URSS a procédé à 124 explosions nucléaires dans le cadre d'un programme gouvernemental. La dernière a eu lieu dans la région d'Arkhangelsk le 6 septembre 1988 dans le cadre du projet Rubin. On a fait exploser une charge de 8,5 kilotonnes à 8,50 m sous terre pour étudier l'activité sismique. Et ces 124 explosions faisaient toutes partie d'un même projet qui, à l'époque, n'avait pas d'équivalent en termes d'ampleur scientifique et technique. En fait, il n'en a peut-être toujours pas. Aux États-Unis, un programme similaire a été lancé en 1957 et en 16 ans, le pays a procédé à 27 explosions. Cependant, elles étaient sans doute beaucoup plus sales que les explosions soviétiques en termes d'émissions radioactives. Quant aux objectifs des explosions soviétiques, ils étaient assez variés. Obtenir de l'eau, extraire du pétrole,
creuser le sol, extraire des minéraux. Tout ça faisait partie de l'économie populaire. Bachkirie, Yakoutie, Komi, Kalmoukie, okrug autonome de Khanty-Mansi, Irkoutsk, Kemerovo et Ivanovo, kraï de Krasnoïarsk, tous ces territoires ont été soumis à des bombardements pacifiques. Et souvent, ces bombardements étaient réussis. Par exemple, à 10 km au nord-ouest du lac Meleouz, en Bachkirie, on a réussi à doubler la quantité de pétrole extraite à l'aide d'explosions nucléaires. Et lorsque, 15 ans après la première explosion, le puits a été à nouveau drainé, on a répété l'expérience afin de poursuivre l'extraction. Et le cratère du site d'essai de Semipalatinsk. Après son remplissage par la crue printanière, il est devenu un réservoir d'une capacité totale de 17 à 20 millions de mètres cubes qui a été nommé lac Tchagan. À l'heure actuelle, le Kazakhstan a placé le lac Tchagan sur la liste des zones les plus gravement touchées par les essais nucléaires. Le lac est toujours radioactif et des recherches sont enfin menées pour déterminer à quel point il est dangereux pour la santé humaine. Même si de l'herbe a poussé autour du lac au fil des ans, la région reste assez désolée. Quant au niveau de radioactivité dans le lac, il est 100 fois supérieur à ce qui est acceptable pour de l'eau potable. Les habitants appellent le lac Atomkol, ce qui signifie le lac atomique. C'est un nom officieux bien sûr, mais il est évocateur, ce pourquoi je l'ai utilisé dans la vidéo. Dites, vous vous souvenez que j'ai mentionné que seules les carpes avaient survécu dans le lac ? Eh bien, elles sont encore plus radioactives que l'eau environnante. C'est parce que les carpes, animaux opportunistes, mangent à la fois les insectes et l'herbe, accumulant ainsi des contaminants. Malgré ça, les habitants continuent à les pêcher et à s'en régaler. Certaines d'ailleurs atteindraient plus d'1 mètre de long. Mais les autorités le disent bien, c'est très dangereux pour la santé. Cependant, le principal problème de santé publique n'est pas lié aux carpes, mais à la zone contaminée qui entoure le lac atomique sur un rayon de 3 à 4 km. Les experts disent que cette zone devrait être considérée comme une source significative de pollution environnementale secondaire. Une pollution qui affecte la qualité de l'eau, la végétation et même l'air. Pas étonnant que certains habitants disent que le lac est mort. Quant à l'eau de la rivière Tchagan, les humains ne la boivent pas, mais elle est utilisée pour le bétail dans toute la région. Et c'est un problème qui pourrait avoir de sérieuses conséquences. Cette eau contaminée déclenche une réaction en chaîne qui conduit à l'accumulation de métaux lourds dans le corps humain. En effet, les gens mangent ces animaux d'élevage et avec leur viande, ils absorbent tous les éléments nocifs que les animaux avaient accumulés. C'est ainsi que fonctionne la radioactivité et ses conséquences. Vous me devez un like. À plus.